par rapport à ce que a montré Léon Régent, qui montrait le brouillard, je dirais, cette grande confusion sur les aides monétaires actuelles, on voit bien que justement, voilà, il n'y a pas de raison objective pour ça. Et donc, du coup, je me retourne vers Bertrand Fragonard pour lui demander, bah, finalement, bon, on voit cette pagaille, nous ressentons cette pagaille, peut-être naïvement, je ne sais pas. Et finalement, est-ce que cette pagaille, oui, elle est confirmée, et si elle est confirmée, comment on en sort? Je vais répondre tout de suite à votre question. Moi, je ne trouve pas ça si pagailleux qu'on le dit. Tout dépend de la façon dont vous valorisez le détail par rapport à la ligne générale. Alors, je passe à pagailleux tout simplement parce que ça fait 40 ans qu'en gros, je porte cette politique familiale. Donc, j'aurais du mal à me désavouer complètement. Même s'il y a énormément d'éléments positifs dans le livre de Léon, et je suis très content de participer à ce débat. On est à la première phase. Mais je participe avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, je vais essayer de montrer quelle est la crédibilité, la valeur du schéma que propose Léon Régent, qui est son allocation familiale unique. Alors, dans son système, on supprime d'un côté les prestations familiales générales, les majorations du RSA, prime d'activité, tout ça qui est lié aux enfants, et le supplément familial de traitement des fonctionnaires. On supprime ça. De l'autre côté, on supprime complètement le quotient familial. On fait masse des deux budgets et on divise ce budget par le nombre d'enfants de moins de 20 ans. Et donc, en contrepartie, on a donc attribué à chaque enfant de moins de 20 ans une allocation familiale unique, indépendante de son rang dans la fratrie et indépendante des ressources de la famille. Et comme il l'a indiqué, on majore un peu l'affût à l'âge de 14 ans pour suivre ce qui est communément accepté, qui est que la consommation des adolescents et des jeunes adultes est plus coûteuse que celle d'enfants plus jeunes. Deuxième principe de l'affût, on maintient à côté de l'affût telle qu'elle est décrite toutes les prestations familiales ciblées. Et je crois que c'est un élément majeur parce que ça veut dire que on met de côté ou on renvoie à plus tard le traitement des prestations qui sont justement les plus complexes parce que les plus ciblées. Et donc, quelque part, je serais tenté de dire qu'en ayant fait le dessin de l'affût, on a pris le plus facile. Mais on peut toujours commencer par le plus facile. C'est d'ailleurs ce que vous suggérez. Alors, avec un budget, je pense que vous avez un petit peu rosy le tableau, mais avec le budget que vous avez dégagé en supprimant les prestations et le quotient, vous pouvez donner une affût de à peu près 167 € jusqu'à 14 ans et 204 € à partir de 14 ans. J'ai fait l'hypothèse, il me semble logique, que l'affût n'était pas imposable. Et on va constater que le bilan est à peu près honorable sur le plan financier. Alors, je vais donc, ces principes étant posés, discuter les 5 objectifs que j'ai vus derrière votre projet et puis commenter un point que vous n'abordez pas du tout, alors qu'il me semble tout à fait central, qui est l'indexation de l'affût. Une fois qu'on l'aurait créé, à supposer qu'on l'a créé. Alors, quels sont les 5 objectifs que vous vous assignez? Premier objectif, vous dites je vais supprimer la fiscalité, la prise en compte de la fiscalité, et je vais tout porter sous forme d'une prestation familiale positive. Ça vous semble très simple. Le débat politique, sociétal, va être considérable, et pour 4 raisons. Premièrement, vous augmentez les prélèvements obligatoires de 0,6 de PIB. Deuxièmement, le nombre des familles imposées augmente, puisque la caractéristique du quotient, c'est qu'elle permet d'économiser de l'impôt. Et ce n'est pas du tout neutre. J'avais fait faire le calcul par la DGFiP en 2013 sur la législation de 2013. Ça n'a pas dû bouger beaucoup. C'est quand même 1 300 000 contribuables de plus. Et ces contribuables nouveaux, ils vont payer en gros 600 € par an. C'est pas évident. Et quant à ceux qui étaient déjà imposables, vous allez raboter, vous allez augmenter leur impôt, puisque vous supprimez le quotient familial, et vous allez augmenter leur impôt d'à peu près 800 € par an.
Alors, dans un pays où la sensibilité fiscale est extrêmement forte, il faudra que vous regardiez quelle crédibilité il y a à supprimer la prise en compte de la fiscalité dans la technique du quotient pour tout miser sur une prestation de sécurité sociale. Au passage, vous embarquez la demi-part des parents isolés. Bonne chance quand vous voyez que 10 ans après, on est encore à traiter le problème de la demi-part des veuves. Je souhaite bonne chance aux compreneurs. Mais pourquoi pas? Donc, vous pariez qu'on peut augmenter les impôts. Deuxième objectif que vous vous donnez, vous voulez que l'AFU soit indépendante du revenu. Et je comprends. La rendre dépendante du revenu pose des problèmes de fond, de justice, et surtout des problèmes de gestion, parce qu'il faut collecter les ressources, en suivre l'évolution, etc. Alors, vous avez d'ailleurs fait allusion à ce qui était le procès classique qu'on faisait il y a quelques années dans l'analyse de notre système, en disant on a un système en U, une courbe en U, les pauvres sont très aidés, les riches sont très aidés, les classes moyennes n'ont rien. Alors, premièrement, ça n'a jamais été comme ça, et deuxièmement, on a énormément évolué, et notamment sous le quinquennat de François Hollande, on a, sur la droite de vos courbes, c'est-à-dire sur les gens aisés, procédé à une purge considérable. C'est-à-dire qu'on a pris, par exemple, à des familles de 4 enfants aisés ayant 2 adolescents, près de 10% de leurs revenus. De leurs revenus, pas de leurs prestations, de leurs revenus. Et donc, on est arrivé, et quelque part, c'est bon pour vous, si je puis dire, à quelque chose qui ne varie pas trop avec le revenu. On a fait, la Cour des comptes a fait une analyse sur l'ensemble des aides, et on voit que, en gros, ça bouge un peu jusqu'au 7e décile, ça descend un peu, le premier décile est un peu mieux traité, ça descend jusqu'au 7e, et à partir du 7e décile, on a une très légère augmentation assez plate. Et donc la vraie question, c'est, est-il crédible de hâter ce processus pour rendre le système indépendant du revenu? Je pense que c'est discutable, au sens où on peut analyser. Est-ce qu'on arriverait à une décision positive et toute chose? Mais on n'est pas radicalement loin d'une courbe à peu près plate. Et on accepterait d'ailleurs, à mon avis, très volontiers que les ménages les plus modestes, il y a à la limite une aide plus significative. Et donc je ne pense pas que ce problème-là soit le plus crucial. Troisième principe de votre AFU, l'indépendance de l'AFU avec le rang de l'enfant, donc avec la taille de la famille. Alors, quand on regarde, là, on a plus de perplexité, parce que l'AFU va entrer des transferts considérables en défaveur des familles nombreuses et en faveur des familles de 1. Alors, j'épargne les calculs, mais ils sont très évidents. Et je me demande toujours, mais pourquoi est-ce que il faudrait adopter ce principe qui, finalement, défavorise les familles qui sont les plus modestes à revenus donnés, tout simplement parce que l'aide étant inférieure au coût de l'enfant, quel que soit le mode de calcul, plus vous avez des enfants, plus votre niveau de vie relatif se dégrade. Et donc, je pense qu'en donnant la même somme à chaque enfant, vous aggravez la dégradation du niveau de vie des familles avec leur taille. Or, cette dégradation est déjà significative. Si je prends sur une gamme de revenus primaires assez vaste, en gros de 2500 pour éliminer le bruit du RSA, jusqu'à 12 500, donc on a vraiment la masse des familles, vous apercevez que le rapport de niveau de vie, alors dans l'échelle la plus usuelle, comme l'a indiqué M. Accardo, le ratio, il est de 91% pour un enfant, et il est de 72%, pardon, quand je compare le niveau de vie d'une famille de 4 enfants à une famille de 1 enfant, le ratio est de 91% pour les plus modestes, il est de 72% pour les plus aisés. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'on donne,
aux familles aisées plus de prestations, leur niveau de vie relatif se dégrade. Et si vous faites votre réforme, vous allez accroître ce phénomène de façon non négligeable. Par exemple, avec une famille, 4 enfants, 4 500 € de revenus, vous lui prendriez 368 € par mois, ce qui représente 6,2% de son revenu. Tout ça, pourquoi? Pour donner 160, je résume, pour donner 160 € à une famille de 1 enfant dont le niveau de vie n'est pas aussi dégradé qu'on le dit. Donc je suis, sur ce point, tout à fait, plus que perplexe, tout à fait réticent à l'option que vous proposez. Petite difficulté, il faudra que vous fassiez voter la suppression du supplément familial de traitement des fonctionnaires, qui est très progressif avec la taille, puisqu'en gros, c'est marginal, c'est 2 € pour la famille de 1, mais ça peut aller jusqu'à 300 € dans la famille de 4 enfants. Il est vrai que c'est imposable. Ensuite, autre option que vous défendez, il faut faire bouger la prestation avec l'âge de l'enfant. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par peser sur le revenu des familles jeunes, parce que vous supprimez la prestation la plus forte de cet ensemble, qui est ce qu'on appelle l'allocation de base de la prestation du jeune enfant. Ça veut dire que l'entrée dans la vie des familles, alors que toute la politique familiale a été d'aider ces familles pour des problèmes de conciliation, vie familiale, vie professionnelle, qu'on pense, et je crois que ce n'est pas complètement absurde, qu'avoir une bonne expérience des premières années amène à envisager plus facilement une deuxième naissance. Vous commencez par diminuer l'aide des familles jeunes jusqu'à 3 ans. Alors vous gardez bien entendu les aides spécifiques, par exemple le fait que la crèche ne vous est pas facturée au prix coûtant, mais en supprimant l'abbé de la page qui fait 170 € par mois, vous diminuez sensiblement le niveau de vie des familles jeunes. Alors ensuite, vous augmentez un peu, et je pense que c'est légitime, avec l'âge, par des techniques complexes que je vous épargne. La seule particularité de votre schéma, c'est que vous dites « je majore un peu à 14 ans pour tout le monde », ce qui est votre schéma. Alors qu'aujourd'hui, on majore plus, mais pour moins de monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majoration pour âge, elle est du double de celle que vous envisagez à 14 ans. Seulement, elle est limitée à toutes les familles nombreuses et à au cadet des familles de 2. Situation baroque qui provient tout simplement du fait qu'on n'a jamais trouvé l'argent pour généraliser la majoration. Alors, vous la généralisez à un niveau plus bas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille nombreuse est perdante à l'opération et la famille courte est gagnante à l'opération, puisqu'à la première, vous diminuez sa majoration par 2, et à la seconde, vous lui donnez une majoration qu'elle n'avait pas. Donc, je pense que c'est relativement complexe, et il faudra progresser dans l'analyse de crédibilité de ces transferts qui sont considérables. En gros, pour se résumer, récemment, vous devez basculer 7 à 8 milliards des familles nombreuses vers les familles d'un enfant. Je ne suis pas convaincu du tout que ce soit pertinent. Alors, objectif majeur pour vous, et qui est, je crois, à tenir en compte, avec l'affût, on a une meilleure gestion, j'entends au sens large, c'est-à-dire c'est plus compréhensible par les usagers, après tout c'est important, on élimine le non-recours, on diminue le non-recours aux prestations, on épargne des démarches extrêmement inutiles, on a moins de variations en cours d'année des prestations, et on fait quelques économies de gestion pour les caisses d'allocation familiale, ce qui, après tout, n'est pas absurde. Alors, en ce qui concerne l'intelligibilité du système, dans le cercle de l'affût, c'est incontestablement plus compréhensible. Vous dites un enfant de temps, 2 enfants de temps, 3 enfants de temps, terminé, ça va. C'est plus clair. La vraie question, c'est est-ce que l'objectif de clarté, de simplification, passe par le schéma que vous dites, la question est ouverte. Vous aurez des mal à convaincre qu'il faudra déshabiller les familles de 3 enfants pour des motifs de simplification. Alors, le taux de recours,
c'est vrai que nous avons de gros problèmes de taux de recours dans les prestations sociales. Je ne suis pas sûr que ça concerne justement les prestations que vous supprimez. Parce que les allocations familiales, très franchement, je crois que le taux de recours est extrêmement élevé, nonobstant quelque chose, et c'est un progrès pour vous, de ce qu'est la définition de l'enfant à charge, qui brouille un peu le paysage. Vous vous dites, je donne jusqu'à 20 ans. Comme ça, on sait que de 0 à 20 ans, on a une prestation simple. Donc c'est pour le taux de recours, c'est un petit progrès, mais pas majeur, parce que les prestations que vous réformez, y compris le quotient familial, sont en gros bien appropriées par les ménages. Donc il n'y a pas d'élément capital à l'appui de votre thèse. L'allègement des démarches, il est incontestable, mais pour une minorité de familles. Parce que, comme vous l'avez dit, et je crois que vous avez raison, vous ne touchez ni aux prestations accordées à la garde des enfants. Le barème des crèches, le barème de l'assistante maternelle, le subventionnement de l'emploi de maison. Vous ne touchez pas aux prestations accordées aux parents isolés, et je crois que vous avez raison. Il faut bien rajouter à l'affût quelque chose, y compris des services, et vous ne touchez bien entendu pas aux prestations données aux parents qui ont un enfant en situation de handicap. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous allégez les démarches pour ce qui est le plus simple, mais vous laissez intact. Alors, à titre provisoire, je parle de votre livre. J'attends le second volume de votre livre sur qu'est-ce qu'on fait sur les autres prestations familiales que celles que vous avez décrites. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un progrès considérable, parce que qu'est-ce qui fait la complexité dans les caisses et pour les usagers? C'est la gestion de la base ressource, du critère ressources, et la gestion du critère d'isolement. Eh bien, vous ne supprimez aucune de ces contraintes. Il faudra transformer éventuellement votre essai pour savoir si c'est rédhibitoire. Auquel cas, si c'est rédhibitoire, ça veut dire que vous gardez l'essentiel de la complexité, et pour les usagers, et pour les caisses d'allocation familiale. Mais pourquoi pas tenter le coup? Moi, je suis très content d'avoir entamé des discussions avec vous il y a quelques mois, et je poursuivrai. Alors, il y a, au fond, des éléments pour, des éléments contre. Vous avez senti que, sur certains sujets, je suis radicalement opposé à votre schéma, mais ça se discute. Vous auriez pu, non pas passer par une prestation de sécurité sociale, mais par un crédit d'impôt. Vous pourriez faire varier votre affût avec la taille de la famille, pourquoi pas, même si ça, quelque part, altère le schéma que vous avez dit. Mais il y a un élément que vous n'avez pas traité du tout et qui, moi, me semble absolument central, c'est l'indexation de votre affût. Alors, vous dites au début, l'affût vaut tant, les 167 €, 204 € à isobudget. Chipotons pas sur isobudget. Elle va évoluer comment, votre affût? Elle va évoluer comme les prix, en gros, ou elle va évoluer comme la richesse nationale, les salaires, le SMPT, le seuil de pauvreté, etc. Ça a une importance considérable. Et pour essayer de faire comprendre cet élément-là, je fais un petit rappel historique. Qu'est-ce qui fait que c'est complexe? Parce qu'au départ, en 1945, on avait un système de prestations très simple, avec des allocations familiales indépendantes du revenu, 0 pour 1, un peu pour 2, beaucoup pour 3 et plus, et on avait le salaire unique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a 25 à 26 dispositifs de prestations familiales. Pourquoi? Parce qu'on a été incapable, historiquement, sur la tendance, de tenir à la fois l'indexation des prestations familiales sur les salaires, ce qui était le schéma d'origine de 1945, et les progrès qu'on voulait faire sur la politique familiale. Par exemple, faire passer l'âge d'octroi des prestations de, en gros, 14 ans et demi à 19 ans maintenant. Ou pour tenir compte de l'apparition et du développement des familles monoparentales. Ou pour, ça a été une des grandes révolutions de 1948,
essayer de tenir compte de l'évolution des loyers. Donc, au fond, on ne pouvait pas investir dans le maintien de prestations de base indexées sur les salaires et l'amélioration pour certaines familles ciblées. Donc le choix a constamment été de dire on va renoncer à une bonne indexation sur les salaires, ce qui était l'option d'origine, et avec ça, on fait, si je puis dire, quelques économies sur l'enveloppe qu'on va affecter à des prestations ciblées. C'est un mouvement d'une ampleur considérable. Chaque fois que vous regardez une réforme, vous apercevez qu'elle répond à cette préoccupation. Par exemple, l'allocation de rentrée scolaire. Au bout d'un temps, les familles disent, les périodes de forte inflation, les prestations familiales, ça ne marche pas, etc. Il faut les augmenter. Réponse du gouvernement, pas question, je n'ai pas d'argent. Je vais par contre faire un petit truc. Cette année, je vous fais une prime exceptionnelle pour la rentrée scolaire. L'année suivante, le gouvernement dit, exceptionnellement, je vais renouveler l'allocation de rentrée scolaire. Et comme le processus est constant, au bout d'un temps, il va pérenniser l'allocation de rentrée scolaire. Alors là, il se dit, bon, je suis arrivé à quelque chose de cohérent. Manque de bol. Le mécanisme est le même, c'est-à-dire que la prestation ainsi créée évolue comme les salaires, comme les prix. Alors au bout d'un temps, on dit, on pourrait faire un petit geste. C'est très coûteux de faire un petit geste. L'ARS, c'est 2 milliards d'euros. Alors un petit geste, si vous voulez faire un petit geste à 100 millions, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors il y a un ministre qui a dit, je vais faire varier l'allocation de rentrée scolaire suivant l'âge, de 6 à 10 ans, 10 à 14, 15 ans, et vous avez pour une prestation qui est versée une fois par an. Vous faites varier de 360 à 400 euros. Honnêtement, personne n'est capable de défendre ex post cette réforme. Mais quand elle est faite dans le mainstream politique. Et vous ne pouvez pas ignorer ce truc. Et donc, si je prends par exemple le RSA, moi j'ai me fait l'honneur, le grand honneur d'avoir été parmi ceux qui ont fait le RMI. Qu'est-ce qu'on a dit? En 30 secondes, au niveau gouvernemental, on a arbitré sur un problème fondamental en disant le RMI sera indexé sur les prix. Ce qui, après tout, est tout à fait discutable et, à mon avis, erroné. À partir du moment où vous indexez le RMI sur les prix, au bout d'un temps, il apparaît absurdement bas par rapport à la richesse nationale, par rapport à l'enrichissement national, par rapport au niveau de vie moyen. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites justement pas le changement de la règle d'indexation parce qu'elle coûte trop cher. Vous faites des petits ajouts. Alors, vous commencez, même chose, je vous fais une prime de Noël. Même chose, la deuxième année, la troisième, vous pérennisez la prime de Noël. Puis au bout d'un temps, vous êtes embêté, alors vous dites, je vais sortir, ce qui est une aberration intellectuelle, certaines prestations familiales de la base ressource du RSA. Et vous avez eu raison de critiquer. Alors, par exemple, quand on a augmenté, le gouvernement Ayrault a fait ça, on a augmenté les prestations de la famille nombreuse, on a dit on ne peut pas en priver les allocataires du RSA. Donc on a introduit une espèce de biscouette dans la logique du barème en disant la majoration du complément familial qu'on vient de décider devra bénéficier aux allocataires du RMI, enfin du RSA, et donc on va la sortir de la base ressources, ce qui accroît le flou intellectuel qui entoure le schéma. Eh bien, je pense que vous aurez le même problème avec l'affût. C'est-à-dire que vous devrez choisir, le Parlement devra choisir entre j'ai un schéma clair, je l'indexe sur les salaires et je n'y touche plus, ou je ne peux pas me payer l'indexation sur les salaires parce qu'elle est contraire à 40 ans d'histoire de la politique familiale, et donc je vais l'indexer sur les prix, mais tôt ou tard, je créerai des petits ajouts ici, des petits ajouts là, etc. Et vous verrez que votre système magnifique, magnifiquement clair, positif au début, se boursoufle, devient baroque, et 20 ans après, il y aura un Léon Régent II qui dira, mais comment est-ce qu'on est arrivé, après avoir adopté l'affût, à quelque chose
d'aussi baroque. Et ça me fait exactement penser à ce que disait Victor Hugo. Il disait « défense de mettre des chansons au pied de mes vers ». Donc vous voudrez dire « défense de mettre des boursouflures au pied de mon affût ».